Quelque part sûr, le podcast. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Salut, moi c'est Mike, entrepreneur dans le digital et passionné de trail running. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Quand le chiffre s'est affiché sur ma balance, j'ai pris un uppercut en pleine face. J'ai alors décidé d'enfiler mes baskets pour sortir courir. Mais je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin. Au fil des entraînements, j'ai perdu mes kilos en trop et pris goût aux sorties en montagne. Ma motivation m'a permis d'accrocher mes premiers dossards, de dépasser mes limites, jusqu'à devenir finisher de trail de légende. Aujourd'hui, le trail running fait partie de mon style de vie. Et si je vis ma passion au quotidien, j'aimerais pouvoir en vivre un jour. C'est pour ça que j'ai créé la marque Chamonix Trail et le blog Quelque part sûr. J'y partage mon mindset, mes défis et mes rencontres avec ceux qui cultivent l'esprit trail. Mon but, donner envie à d'autres d'enfiler leurs baskets pour repousser leurs limites et vivre leurs rêves. Allez, enfile tes chaussures de trail, on part à l'aventure, quelque part sur... C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Quand j'ai lancé mon podcast en 2023, je me suis dit qu'un jour, quelqu'un me proposerait peut-être de passer de l'autre côté du micro. Ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que cela arriverait dès mon premier invité. Vous vous rappelez peut-être de Christophe Félix, mon compagnon d'infortune sur le Thor des Glaciers 2023. Du titre de l'épisode à l'intro en passant par les questions, c'est lui qui prend aujourd'hui le contrôle de Quelque part sûr. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à découvrir son interview avant de vous lancer dans l'écoute de cet épisode. Et pour les curieux, les voyeurs et ceux qui brûlent d'envie d'en apprendre plus sur moi, je vous laisse profiter de l'échange. Allez, à toi de jouer, Christophe. La première impression que j'ai eue lorsque j'ai rencontré Michael est celle d'une force de la nature. Il gravissait alors un col menant au refuge bronze sur le chemin du Tour 450. Au refuge, je ne lui ai pas parlé, car il était en compagnie de Cassia, une coureuse finlandaise avec qui il conversait en anglais. Humainement, il semblait gentil, ouvert et souriant. Plus tard, sur le Thor, à l'hôtel Stambeko, je l'ai recroisé. Il marchait avec des chaussures découpées car il souffrait d'œdème aux pieds. Les coureurs, les bénévoles lui disaient qu'il ne fallait pas repartir, que c'était trop dangereux, d'autant plus qu'il n'avait plus de batterie dans sa lampe frontale. Mais il voulait repartir quand même, et il m'a lancé. On est là pour ça, non? Par la suite, Michael m'a proposé de m'interroger sur mon expérience du Tour 450. Ensuite, j'ai écouté sa série de podcasts. J'apprécie sa façon d'écouter car souvent les gens qui savent écouter ont beaucoup de choses à dire. Je lui ai alors suggéré d'inverser les rôles et de lui demander qui il est, afin de mieux comprendre ce rapport à la vie, au sport et au tort. Bonjour Mickaël, moi je vais me transformer aujourd'hui en animateur de podcast. Alors c'est la première fois pour moi, c'est certainement la dernière. Je t'ai posé la question il y a quelques semaines d'ici, à savoir si tu serais intéressé par ce que tu sois l'arroseur arrosé, et là pour le coup que tu sois la personne arrosée, parce que j'ai écouté tous tes podcasts et je trouve que tu prenais vraiment le temps d'écouter les personnes. Et en général, les personnes qui sont mon petit point de vue personnel, mais les personnes qui prennent le temps d'écouter parfois ont beaucoup de choses à dire elles-mêmes aussi. Et je me suis dit que si je te proposais pas peut-être que un jour une personne te proposait de faire un podcast, mais voilà, je me suis dit ouais, on va pas attendre ça, je vais te le proposer directement voilà. Je crois que tu es une personne en tout cas qui m'intéresse moi. Je sais pas si tu vas intéresser d'autres personnes, mais en tout cas moi tu m'intéresses quoi. J'aurais voulu savoir, alors c'est une question qui vient d'un autre podcast, mais c'est une question qui est, je trouve assez intéressante. Est-ce que tu pourrais te décrire sans parler de sport? Ouais, alors je crois que c'est course épique. Exactement, oui. Ouais, ouais. Ouais, bah voilà. Ouais. On les salue, hein. Ah, on les salue, c'est ça. Bah écoute, moi je suis plutôt quelqu'un d'authentique. J'ai grandi à la campagne, mon papa avait une ferme, et puis j'ai grandi dans un environnement plutôt féminin parce que j'ai trois sœurs. Et Mhm. dès les plus jeunes âges, ben on sait. Alors on n'utilise pas le mot sport, hein, c'est ça? Écoute, tu fais comme tu veux, il n'y a pas de règle. Ok, Ouais, ouais. ok. Bah, voilà, donc je suis plutôt issu de la campagne et
j'ai démarré très tôt dans le domaine du sport, puisque mes sœurs étaient championnes de France de twirling bâton. D'accord. Ah, Voilà, je donc connais pas du tout. le premier sport que j'ai fait, c'était le twirling. Et ça m'a servi et ça me sert encore aujourd'hui énormément dans le trail avec les bâtons. Voilà, on peut pas D'accord. savoir, c'est fou, l'apport. Mais très rapidement, pour la faire courte, bah voilà, c'est plutôt un contexte familial où le papa est souvent au travail, la maman garde les enfants et puis essaie de gérer le quotidien. On grandit avec des parents aimants dans une petite commune. Et puis, on évolue gentiment vers l'adolescence en essayant de se construire une identité au-delà du cercle familial avec d'autres icônes qui viennent, qui sont peut-être plus viriles derrière. Et puis, voilà, simplement euh, très authentique dans l'approche. D'accord. Tu peux décrire rapidement le sport que faisait tes sœurs parce que je ne le Ouais, connais pas personnellement. le twirling bâton, alors ça consiste à, c'est un peu, si tu veux, la gymnastique avec un bâton. Et puis D'accord. tu fais tourner ton bâton comme ça, tu l'envoies, tu l'expédies en l'air à quelques dizaines de mètres, et puis tu le réceptionnes. Et entre les deux, tu essaies de faire une roulade, une roue, une chorégraphie de manière synchronisée. Donc j'ai démarré en assistant aux répétitions, aux entraînements de mes sœurs. Et puis, bah, pour m'occuper, mes parents m'ont mis. Il y avait un petit cours d'initiation, tu vois, pour occuper les gosses. Donc, D'accord. premier sport que j'ai fait, c'était le twirling bateau. Ah, c'est drôle ça. Et tu me dis que ça te sert encore aujourd'hui. En quoi est-ce que ça te Voilà. sert encore aujourd'hui? C'était pour la joke. Ah, c'était pour la blague. Ok. Ok, ok, ok. Non, Et aussi, tu... aucun intérêt entre elles. Non? Ah, d'accord, ok. C'est jamais, hein. Et tu parlais aussi de figures viriles, de figures paternelles. Ouais. Tu pensais à qui? euh, alors ça, c'est venu plutôt à l'adolescence parce que entre ce démarrage dans le domaine du sport et l'adolescence, moi bah voilà, j'ai fait de la natation, du judo, du foot parce qu'on habitait à côté du terrain de foot. Et puis à l'adolescence, j'ai eu envie de sport de contact un peu plus viril. Tu vois, Ok. j'ai grandi dans cet environnement assez féminin. Étant un homme, j'ai voulu aussi me différencier et trouver ma personnalité. C'est ce qu'on fait quand on passe de l'enfance à l'adolescence. Et je Mhm. me suis retrouvé dans des figures qui étaient à l'époque euh, dans tous les films qu'on regardait. C'est Arnold Schwarzenegger, ça c'est j'avais des posters dans toute la chambre avec Mhm. Commando, Terminator. Et j'avais vraiment ce besoin de reconnecter avec bah, la virilité ou en tout cas l'essence qu'on a en étant un homme. Donc voilà, donc c'est plutôt ces figures-là qui m'ont donné un petit peu un cap, un cap à suivre. Et puis rapidement, j'ai trouvé un sport qui était plus viril avec le rugby. Donc moi, j'ai fait pas loin de 10 ans d'école de rugby du côté de Bourgoin-Jallieu, qui est une assez bonne équipe. Et à l'époque, ils étaient en première division. Voilà, on est tombé dans ce sport-là. Et puis très rapidement sont arrivées les compétitions, les tournois. Avec mon équipe, on a gagné un championnat de France. On a été vice-champion de France. J'ai été sélectionné dans des équipes régionales pour porter le maillot de la région. Et puis voilà, ça te fait prendre goût vraiment à la compète. Et en Mhm. parallèle de ça, je suis devenu jeune sapeur-pompier. Donc, tu imagines bien que les semaines étaient assez intenses entre Mhm. plusieurs entraînements de rugby, les matchs le week-end, les formations de jeunes sapeurs-pompiers avec tout ce qu'on avait à l'époque, des parcours sportifs à réaliser. On avait des crosses avec des entraîneurs de cross. Voilà, toutes ces activités-là sportives Mhm. additionnées, bah, ça te donne une certaine discipline, un certain goût de l'effort. Et je pense que c'est très tôt, c'est ce qui m'a fait tomber dedans. Voilà. D'accord, ok, ok. Et puis un petit peu plus tard, j'ai continué un peu le rugby du côté de Lyon, au Loup, en parallèle des études, mais c'était déjà plus compliqué. Et puis en passant à l'âge adulte,
encore plus compliqué avec la copine, les études, le travail. Voilà, enfin, je finissais souvent les matchs aux urgences Ah bon. le Mhm. dimanche après-midi. Donc, ma copine à l'époque, qui est devenue ma femme maintenant, m'a dit, écoute, t'es bien sympa, il y a les entraînements toute la semaine, le week-end on ne te voit pas. Tout ce que je partage de ta passion, c'est le paquet de linge sale avec la boue que tu me ramènes le dimanche soir. Va falloir faire quelque chose. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, professionnellement, tu fais quoi? Alors aujourd'hui, j'ai créé, enfin en 2018, ça fait maintenant 6 ans que j'ai créé une entreprise dans le domaine du digital. D'accord. À l'origine, parce qu'on est plusieurs sur l'activité, on est 5 aujourd'hui associés. Par contre, je suis le seul salarié, donc seul aux manettes au quotidien. On fabrique des bornes tactiles, écrans tactiles, qu'on met en location D'accord. sur des événements professionnels. Et puis, on a d'autres activités dans le domaine du développement informatique. D'accord. Ok. Donc c'est encore autre chose, quelque part. Ouais, on fait le contenant au travers des bornes tactiles et puis les contenus au travers des Mhm. applications qu'on peut développer à la fois sur ces écrans puis dans tous les domaines de la transformation numérique. Ok, je vois. Dans, dans ta description, en fait, tu parles que tu as eu un déclic quand tu es arrivé à 100 kilos et que tu as souhaité perdre du poids. Alors, j'aurais voulu savoir comment est-ce que tu en es arrivé là, en fait? Comment est-ce que tu es arrivé à ces 100 kilos-là? Bah justement, j'ai arrêté le rugby et puis j'ai continué à manger comme un rugbyman. Donc, Ok. petit. Tu vois le truc. Oui. Et à un moment dans l'équation, ça peut aller que vers ce chiffre fatidique. Et puis, euh, on a décidé de se marier avec ma femme. Et bêtement, bah, tu vas à tes essayages de costume pour rentrer dans ton costume. Et puis, tu te dis à un moment, ça sert un peu. Tu vois, ça sert un petit peu. C'était à cette période où j'ai vu s'afficher sur le pèse-personne, sur la balance, le chiffre des 100 kilos. Et là, D'accord. j'ai percuté. Je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut déjà, la première échéance, c'est que tu arrives à rentrer dans ton costume. Donc, l'objectif, c'était celui-ci. C'était rentrer dans ce costume de mariée pour pouvoir aller à la noce en, en étant digne. Ok, Voilà, je sans, comprends. sans faire exploser le premier bouton dès que tu prends un petit four. Donc voilà, Je je me vois. suis remis gentiment au footing. Et puis petit à petit, bah, voilà, les kilos ont commencé à fondre. Et je me suis pris au jeu. Le premier défi que je me suis lancé, c'était un trail pas très loin de là où j'habitais, qui faisait 10 kilomètres et puis il y avait 1000 mètres de dénivelé. Je ne savais pas à l'époque ce que c'était que le trail running et Mhm. il y avait des courses à proximité. Je me suis dit, tiens, voilà, ça me met un objectif. Je me tiens à cet entraînement et puis j'essaie de me fixer ce cap-là. Et Mhm. ben, forcément, tu t'alignes sur ce trail-là. Je me rappelle toujours. Au départ, tu avais des tas de coureurs qui étaient en short, débardeurs. Et puis Mhm. toi, tu arrives en trailer enfin, en jogger du dimanche, tu vois. Et puis tu vois Mhm. ces gars qui partent à une allure folle devant. Et tu te dis, Mhm. et là, tu percutes et tu te dis, ouais, ok, je suis encore loin d'arriver, quoi. D'accord. Et effectivement, bah voilà, j'ai bouclé le trail au prix d'un gros effort, mais j'étais satisfait du travail que j'avais accompli. Et puis, bah, j'ai continué. Je me suis dit que c'était une bonne hygiène de vie à maintenir. Et petit à petit, ben, voilà, on allonge progressivement les distances. On prend du plaisir aussi dans la pratique parce que c'est au démarrage plus une contrainte qu'une prise de plaisir. Et Mhm. puis ça le devient naturellement au contact de la nature. Voilà, moi, comme je te le disais, j'ai grandi à la campagne, donc le contact avec la nature, je l'ai depuis que je suis gamin. Et c'est quelque Mhm. chose que j'ai retrouvé dans le trail running. D'accord. C'était il y a combien de temps, ça, en fait?
C'était il y a 15 ans à peu près, Il y a 15 ans déjà. ouais, il y a 15 ans. Tu vois, j'ai eu une, progressivité dans ma pratique, Mhm. et je pense que c'est intéressant. Après, il y a d'autres personnes qui progressent plus rapidement, dans le trail, mais pour autant, voilà, j'avais quand même un bon passif dans le domaine du sport, pour Mhm. m'amener à cette rigueur, à maintenir un cap, un objectif et avoir une vision claire de, où est-ce que je veux être, et pourquoi je cours. Voilà, alors je te dirais pas qu'aujourd'hui la motivation elle est de rester en dessous de la barrière des 100 kilogrammes. Mhm. Forcément ça évolue. Du Mhm. tu évolues, le pourquoi tu cours Ouais. évolue au fil des années. Et pourquoi tu cours? Aujourd'hui? Ouais. Alors c'est déjà ce contact avec la nature. Je pense que ça fait du bien, tout simplement. Mhm. Déjà le contact avec la nature, je le ressens, dès que je fais une sortie, dès que je fais un trail. J'ai Mhm. besoin de ça, ça fait partie de mon équilibre et puis il y a une forme de liberté, que je vais chercher dans le trail running, que je vais chercher dans ce contact avec la nature. Heu c'est un peu alors j'ai des trailers qui sont pas très loin de chez moi, du côté de Sallanches et qui ont pour, slogan: «La liberté dans les baskets» et je pense que c'est vraiment ça, que je viens chercher et derrière tu as aussi ce rapport au temps qui est Mhm. totalement différent dans une pratique, sportive, outdoor. Le rapport au temps est totalement différent du quotidien. Au quotidien, tu es tout le temps à 100 à l'heure. Mhm. Tu cours, mais tu cours différemment. Tu cours vers quoi? Tu sais pas encore. Finalement, dans le trail, tu vis le moment présent et je trouve ça très sain, finalement, de se Mhm. concentrer sur le présent, pas sur le passé, le bilan de qu'est-ce que tu as fait hier, qu'est-ce que tu vas faire demain, et finalement, tu es tout le temps à la bourre au quotidien. Dans le Mhm. trail, tu vis le moment présent. Voilà, Mhm. c'est ce qui est intéressant aussi. Ouais, je comprends. Juste pour bien te situer, tu as quel âge maintenant? Là, je vais sur les 42. Tu vas sur les 42 et Ouais. tu habites du côté de... J'habite, un petit village entre Annecy et Chamonix. Donc, D'accord. je suis, sur une vallée qu'on appelle la vallée de l'Arve et qui est vraiment au pied des 1res montagnes. Là, je vois, par la fenêtre des sommets à 2000. On est à 400. Donc, quand je veux m'entraîner, je peux, Oui, vraiment. c'est ça. Il Ouais, y a pas de problème, quoi. ouais. Et donc, tu as fait ton premier trail, c'est ta premier trail de 10 km avec 1000 mètres de D+, donc c'était déjà assez costaud. Quelles sont les autres courses auxquelles tu as pu participer? Bah, alors progressivement, je suis monté sur d'autres formats, mais ce qui a vraiment été un déclic dans ce que j'appellerais aujourd'hui un trail, parce que, 10 kilomètres sur 1000 mètres, tu peux le faire en marchant. Quand tu débutes, voilà et je pense l'avoir fait beaucoup en marchant. Mhm. Rétrospective enfin ré rétrospec voilà, je vais y arriver. Avec le recul, Mhm. on va le dire comme ça. Ouais. Ouais, j'ai démarré vraiment en marchant, quoi. C'est pas du trail, des grosses courses. Mais, Mhm. progressivement, je suis monté sur des formats type, Saint-Express, Saint-Élion, Mhm. et c'est là pour moi où il y a une bascule dans l'univers du trail et des formats un peu plus longs. Mhm. Parce que tu pars de nuit, tu pars à minuit et tu es dans un environnement assez, hostile puisqu'il fait froid. Ça se Mhm. passe, au début de l'hiver. Tu as de la boue, tu as, la frontale, tu as le sommeil à gérer, voilà donc je suis rentré j'allais dire vraiment dans le trail, par la Saint-Élion. Et D'accord. puis, bah, progressivement, tu enchaînes sur des formats plus montagnards, type, le Trail des Aiguilles Rouges, type, l'UT4M du côté de Grenoble, où là, Mhm. tu es vraiment sur des formats très, très montagne. Tu vas découvrir ou approfondir ce que c'est que de courir de nuit en montagne et bah, voilà, je suis vraiment, ça a enfoncé le clou, sur ce
qui me faisait, enfin, ce que j'aimais dans le trail, c'est cette dimension de parcours, cette dimension de durée, et de se dire, bah voilà, tu peux, avec tes deux jambes, parcourir des étendues qui sont énormes Mhm. euh, par d'autres moyens que la voiture, le train ou d'autres systèmes. Je comprends. Tu vas chercher quoi en toi dans le trail long? Puisqu'apparemment, c'est vraiment ta passion, c'est vraiment ce qui t'anime. C'est qu'est-ce que tu vas chercher en toi dans le trail long? Ah, je pense que tu as toujours, enfin, j'ai toujours cette part ou cette envie d'aller me confronter à moi-même, d'aller tester une forme de, alors peut-être pas de limite parce que j'ai l'impression que plus j'en fais, plus elle se repousse, mais de voir jusqu'où tu es capable d'évoluer face aux difficultés. Et finalement, c'est assez similaire avec ce que tu rencontres dans la vie, hein. Je fais beaucoup de parallèles depuis que je fais du trail et depuis que je suis Mhm. entrepreneur, avec ce qui se passe dans ta vie perso, dans ta vie pro. Le trail, c'est assez similaire. Et il y a beaucoup d'enseignements que tu peux prendre dans l'expérience que tu as en trail et que tu peux transposer dans d'autres domaines. Donc voilà, Ok. c'est aussi une Tu penses forme à quoi, par exemple? ouais, bah, s ne serait-ce que la difficulté, je te de pas baisser les bras au premier problème qui se dresse devant toi, à la première montée, à la voilà, et d'arriver à découper les problèmes. Et on le fait beaucoup en trail, c'est-à-dire quand tu as une longue distance, je t'apprends rien, hein, Christophe, mais on va l'expliquer. Quand tu fais une longue distance, par exemple à un 100 kilomètres. Souvent les gens voient 100 kilomètres, mais ce qu'on fait maintenant avec l'habitude, c'est qu'on va découper ça en, bah, voilà, il reste 15 kilomètres pour le prochain ravito, et c'est Mhm. des petits objectifs. Et finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve quand on parle de manger l'éléphant une bouchée après l'autre. Bah, voilà, tu saucissonnes le gros objectif en petits objectifs, et quand tu as atteint le premier petit, bah, tu passes au deuxième et ainsi de suite, un Mhm. pas après l'autre. Et dans la vie, pro, dans la vie perso, ça aide vraiment cette philosophie, cette approche-là va vraiment t'aider au quotidien. Et Ok. voilà, donc j'avais des enseignements dans le rugby, par exemple. On dit que le rugby, c'est l'école de la vie Mhm. quand on fait ses premières écoles de rugby. Et je trouve beaucoup d'enseignements dans le domaine du trail, mais je pense que dans d'autres sports, c'est pareil. Mhm. Quand tu passes la ligne d'arrivée et que tu le manges, cet éléphant, euh, de quoi est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu ressens déjà et de quoi est-ce que tu as besoin après? Tu t'es fier d'avoir accompli ce que tu avais rêvé. Et ça, c'est une grande fierté de pouvoir accomplir. Pour moi, c'est une grande fierté de pouvoir accomplir quelque chose que j'ai rêvé, et quelque chose pour lequel je me suis donné les moyens de le faire. Ça, c'est le premier sentiment. Voilà, donc tu me verras à l'arrivée jamais abattu. Je suis plutôt la banane, et je suis content de moi, quoi. Mhm. Après, c'est l'envie d'y revenir. Tout simplement de se dire: «OK, c'était une expérience, une aventure exceptionnelle. J'ai Mhm. vécu des moments forts, des moments intenses». Très rapidement vient tout de suite après l'envie de se projeter sur d'autres formats, d'autres aventures. Ok. Heu, on parle de trail, mais au-delà du trail, je pense que c'est l'aventure outdoor qui me passionne. Ok. Et donc, un jour, il se pourrait très bien que tu partes sur de grandes aventures, mais sans dossard, alors. Oui, alors des aventures en off, j'en fais à l'entraînement, hein, déjà. Mhm. Tu vois, le week-end dernier, je suis parti faire une sortie longue, et puis on a rajouté 2-3 heures. C'était pas prévu au compteur, Mhm. donc non, des aventures en off, on en fait régulièrement, mais Heu, tu vois des grands défis comme je sais que tu t'es lancé, comme partir en Turquie à vélo. Je fais pas de vélo, hein, mais Mhm. ça pourrait être dans de ce goût-là, de se dire: Mhm. «OK, j'ai envie de me faire un GR, je pars, ici, il y a pas très loin, le lac Léman». Je pars du lac Léman et puis je rejoins la Méditerranée par les Alpes.
Euh, voilà, ça pourrait être de cet ordre-là. D'accord. Après, alors. Ou dans d'autres, ouais, après, mais c'est une continuité et ça pourrait être dans d'autres domaines. J'ai des sports qui m'attirent comme la rame, comme la voile. Je rame pas du tout, je fais pas de voile, mais c'est des domaines dans lesquels j'aimerais peut-être bah, me tester et voir comment ça prend. Et je trouve beaucoup de similitudes entre le trail running et Mhm. l'univers de la voile. Je ne sais pas si ça t'inspire aussi ou si les récits d'aventure peuvent Mhm. inspirer les auditeurs, mais il y a beaucoup de similitudes entre ces deux sports. Tu penses à quoi? Alors, premier truc qui m'a fait venir sur ce sport-là, c'est la gestion du sommeil. Mhm. Enfin, je me documente beaucoup sur le développement personnel et le développement en trail running. Et je me suis posé la question, bah voilà, comment tu appréhendes ce manque de sommeil dans les trails qui peut Mhm. impacter la performance, parce que on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie aussi aujourd'hui de ma philosophie de me dire j'ai envie de courir, mais j'ai envie de faire, non pas seulement de terminer un trail, mais de le terminer bien et en donnant le maximum. Donc, tu vas additionner et tu vas chercher dans tous les domaines ce qui pourrait te permettre d'améliorer tes performances. Mhm. La piste de travailler sur la gestion du sommeil, c'en est une. Et Mhm. je pense que tu gagnes beaucoup j'allais dire sur des formats de journée, la gestion du sommeil, ok, tu fais une nuit blanche, tu passes Mhm. dessus, puis tu traverses ton trail. Sur des formats de 4-5 jours, là, ça commence à causer, là, ça commence à impacter et ça Mhm. impacte le temps que tu mets au final. Donc, il y a du gain à aller chercher dans la gestion du sommeil et dans le Mhm. domaine de la voile. Je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de documentation ou en tout cas de récits d'aventuriers, de navigateurs qui Mhm. partagent sur la gestion du sommeil. Donc il y a des choses à prendre dans ce sport comme dans d'autres, hein, Mhm. mais voilà, en l'occurrence, je trouve qu'il y a un parallèle assez Je intéressant. comprends. Mhm. Je comprends. Pour en revenir un petit peu au trail, donc tu as participé à la Saint-Élion et ensuite tu as participé à quel genre de course? Alors, Saint-Élion, bah, je suis toujours, enfin, j'ai fait un marathon depuis, mais ça m'a pas passionné outre mesure. Le plat, voilà, c'est pas forcément là-dessus que je suis et le plus performant et sur lequel je prends le plus de plaisir. Donc, Mhm. il me faut du relief pour me faire kiffer, hein, tout simplement. Mhm. On est dans ce sport plaisir aussi qu'on fait parce que il faut trouver des éléments dans ta pratique qui, au quotidien, t'animent aussi. Moi, Mhm. je fais pas du sport que pour la performance. Voilà, je fais Ok. du sport aussi pour, pour le fun que ça amène, pour la beauté des paysages. Donc, Mhm. naturellement, je suis allé sur je te disais tout à l'heure, le trait des aiguilles rouges. Et puis, l'objectif, comme un petit peu un saint Graal, c'était l'UTMB. Donc, Ok. pendant plusieurs années, j'ai tenté ma chance au tirage au sort. Et c'était la troisième année que j'ai pu avoir la main chanceuse et prendre le départ de l'UTMB. Donc, Ah, chouette. il se trouve que c'était normalement prévu en 2020. Mhm. Bon, c'est ce qui est arrivé. Le Covid est arrivé, donc 2020, pas d'UTMB, reporté 2021. Donc, Mhm. j'ai pris le départ à Cham de l'UTMB avec un masque un peu particulier, dans une ambiance un Ouais, peu ouais. particulière. Mais pour autant, tu vois, l'effervescence, l'envie, tu sentais que les gens avaient vraiment cette envie de revenir à des événements. Et j'ai trouvé cet événement encore plus grand en y participant. Alors, tu me diras, c'est peut-être un peu normal quand Mhm. c'est vécu de l'intérieur, mais il y avait une dimension supplémentaire sur cette UTMB 2021 avec cette Mhm. sortie de Covid. Mhm. Donc, j'étais là, j'ai eu la chance de le vivre. C'était vraiment passionnant et pour moi, ça a été un moment clé
dans mon parcours de trailer parce que je me faisais une montagne de cette UTMB. Oui, En le terminant, j'ai un petit peu explosé en fait ce plafond de verre qu'on peut avoir toutes et tous. Euh, voilà, pour beaucoup de trailers et dans l'imaginaire, ou enfin dans l'inconscient collectif, l'UTMB, c'est un peu le Saint Graal. Donc oui. d'arriver à le boucler, tu tombes dans l'inconnu d'une certaine façon. Tu tombes dans l'inconnu et tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il y a après l'UTMB? Qu'est-ce qu'il y Maintenant que a? manger cet effort-là, oui. Ouais, est-ce qu'il y a une vie après l'UTMB en fait? Et oui, il y a une vie après l'UTMB. Il faut se laisser le temps de digérer l'éléphant. Et puis, bah, tu vas trouver autre chose à manger sur la route, quoi. Et qu'est-ce qui s'est trouvé sur ta route? Eh ben, il se trouve que en préparant l'UTMB, alors j'avais un gros niveau de confiance. Je pense que c'est plus tu t'entraînes, plus tu prends conscience que t'es en capacité de faire des choses. Mhm. Euh, alors après, tu as des limites physiques qu'on peut toutes et tous savoir. Moi, j'en ai une particulièrement invalidante, c'est l'asthme. Je suis asthmatique, et donc je prends un traitement de fond depuis que je suis gamin, Mhm. essentiellement des bronchodilatateurs. Voilà, dans le domaine du trail, voilà, sur des trails plus courts, tu ressens cette gêne, mais c'est vrai que quand tu passes sur des formats ultra trail, tu Mhm. peux être pris de. Enfin, alors, c'est mon cas, hein, il y en a pour qui c'est plus grave, mais Mhm. tu peux avoir des vraies crises dans ta course. Et ça fait partie de la Ok. course. Donc, il faut appréhender cette sensation, cet événement euh, Mhm. que tu sais possible, que tu sais qui peut arriver. Tu sais pas quand est-ce qu'il peut se déclencher. Mais pour autant, il faut en avoir conscience et se dire, bah voilà, la montée, je vais peut-être me mettre un petit peu en sous-régime pour pouvoir gérer cet asthme et éviter de Mhm. déclencher des crises. Alors sur l'UTMB, j'en ai eu plusieurs. Donc forcément, bah, ça impacte ton rythme. Tu t'es pas loin d'arrêter, hein. Je ne sais pas si tu es à 1 ou 2 km/h quand tu as Mhm. des crises d'asthme, mais voilà, il y a des moments, tu t'arrêtes pour respirer, quoi, parce que sinon tu crèves. Ouais, je comprends. Donc voilà, donc tu as besoin d'oxygène pour avancer. Il faut aussi ménager ta monture. Euh, donc voilà, je sais que plusieurs fois sur l'UTMB, ça m'est arrivé. J'ai pu le gérer. J'avais pas forcément de médicaments sur moi parce que j'avais pas prévu le coup. Tu vois, c'est bête, hein. Mhm. Mais en adaptant le rythme, ben j'ai pu finir cette course. Donc ça te donne Mhm. des enseignements aussi sur qu'est-ce qu'il faut que tu emmènes la prochaine fois. Ben, je sais que sur les prochains trails, j'ai dans mon sac un bronchodilatateur en cas de crise. Mhm. Voilà, et ces petites expériences-là, enfin petites, ces expériences-là, elles vont te permettre d'aller entreprendre ou d'aller te confronter à d'autres monuments du trail running. Mhm. Et en fait, c'est aussi ça qui fait vibrer dans la pratique, c'est te dire, il y a des courses qui font rêver, il y a des Mhm. courses que tu as envie de boucler, être finisher, et puis il y a des courses sur lesquelles tu as envie d'être finisher, plus, plus. Donc Oui, je comprends. voilà. Donc il faut mettre dans le sac à dos ce qu'il faut pour Mhm. avancer, il faut avoir le bon équipement, et ça, on le répétera jamais assez, hein. Mhm. C'est en faisant des erreurs, en étant confronté à des situations que tu vas mettre dans le sac à dos le bon équipement, quoi. Je comprends. Euh, à t'écouter, j'ai le sentiment que l'arrivée à l'UTMB, ça n'a pas été le feu d'artifice, je ne sais pas qu'on peut attendre d'habitude. J'ai le sentiment que tu étais déjà t'avais déjà un petit peu prédigéré ton éléphant, là. Mais c'est peut-être qu'un ressenti, hein. Non, j'étais super fier, super content, mais je suis arrivé. En fait, la dernière montée à la Flégère, pour celles et ceux Mhm. qui connaissent déjà le parcours, j'ai eu une énorme crise d'asthme comme j'avais jamais eu. euh, que j'ai géré et la descente, voilà, j'ai retrouvé du souffle. Et puis après, D'accord. l'euphorie aidant, tu retrouves du souffle et tu peux profiter. Mhm. Et à l'arrivée, Mhm. j'ai vécu une émotion qui est juste énorme, c'est de voir ma petite.
et ma femme qui m'attendait à l'arrivée et de pouvoir passer la ligne d'arrivée Ok. comme tu le vois sur les photos Mhm. de l'UTMB quand tu as des Mhm. papas ou des mamans qui franchissent main dans la main avec leur gamin la Mhm. ligne d'arrivée, bah ça je l'ai vécu. Et Je vois, ouais. c'est juste énorme au niveau sensation, au niveau émotion. Mhm. Et tu as un pic de plaisir. Alors, on parle de dopamine, ça doit Mhm. s'activer quelque part. Donc, tu ressens plus rien, tu es, le roi du pétrole, tu es le roi du monde, tu es invincible. C'est juste un sentiment où tu flottes. Et c'est pour ça que j'ai terminé. Mais si tu veux, j'aurais pu continuer à courir. Tu me remettais 30 km, 50 km, j'y retournais, quoi. C'est passé, quoi. Ah ouais. Ok. Donc, c'est là que je me suis dit. En fait, et j'ai pris le temps hein, de me questionner, de me dire, OK, l'UTMB, tu viens de passer ce truc, ce monument, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de le retenter une fois pour améliorer ton temps? Et j'étais Mhm. pas dans cette course à la performance chronométrique. Ok. J'étais plutôt dans l'envie d'aller explorer d'autres horizons, Mhm. d'aller faire cette fois des aventures et c'est la transition entre trail running et aventure pour moi. Tu Ok. pars sur l'UTMB, tu pars pour aller 2 jours. Ça reste du trail running. Mhm. Je me Je suis comprends. projeté sur qu'est-ce qu'il y a après l'UTMB. Et ce qu'il y a pour moi après l'UTMB, c'est l'aventure. C'est l'inconnu. Donc on revient à cet esprit un peu pionnier, Mhm. à cet esprit de découverte. Et Mhm. rapidement, bah, je me suis rappelé que j'avais vu des trails sur des formats beaucoup plus longs. Je me suis documenté, je suis allé voir les sites. Au début, tu te fais peur. Tu te Mhm. dis, est-ce que c'est pour moi? Et puis, tu vois pas d'intermédiaire entre l'UTMB. Enfin, moi, j'ai pas trop regardé en fait. Faut dire aussi. J'avais vu cette course en Italie, c'est pas très loin de chez moi, le Tor des Géants. Puisque Courmayeur, c'est juste de l'autre côté du tunnel. Donc, si tu veux, en termes de logistique, c'était ce qui était le plus simple à organiser. Je parle de logistique parce que c'est important ma pratique au quotidien. Mhm. J'essaie d'avoir un équilibre de vie euh, avec mon couple, avec ma fille, qui puisse permettre de continuer à faire du trail, quoi. Je C'est comprends. et en parallèle du travail, bien sûr. Mhm. Je comprends. Et donc, tu t'es lancé sur ce tour des géants, alors. Ouais, bah, oui, l'année suivante, 2022, je me suis lancé sur le Tour des Géants. Alors, D'accord. ma femme m'a traité un peu de fou. Elle m'a dit, mais tu vas t'arrêter où? C'est quoi la limite? Mhm. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est vrai qu'on s'était vraiment projeté sur cette UTMB. Mhm. euh, et, euh, et c'est vrai que la réaction alors de ton cercle proche, mais familiale, j'ai des sœurs aussi qui m'ont posé des questions, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Et toi-même, ça te questionne beaucoup sur, en fait, ok, mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu prends pas tes baskets et tu vas faire un tour? Ben, je pense qu'il faut le vivre. Je comprends. Ouais, j'imagine. Je pense qu'il faut le vivre parce que c'est des formats de ce type-là, t'es vraiment dans l'aventure. Mhm. Et l'aventure, c'est plus du trail running. On parle d'autre chose. Mhm. Qu'est-ce que peuvent ressentir les membres de ta famille? Qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir les membres de ta famille quand tu te lances sur un projet plus grand, plus fort, plus dur? Bah, À ton avis, qu'est-ce qu'ils ressentent, eux? c'est simplement de se dire. Alors souvent, et pour avoir échangé avec d'autres personnes dans ce podcast sur la sphère autour de soi, les gens se disent non, n'y va pas, il y a du risque. Tu vois, il y a cette notion de risque. Alors, risque par rapport à la montagne, à l'environnement, un risque par rapport à la santé. On ne sait pas. Il y a très peu de recul finalement dans cette discipline par rapport Mhm. à l'effet de la longue distance sur le corps, sur la longévité, voilà, sur ce que ça peut te faire à long, court, moyen ou long terme.
et les impacts que ça peut avoir sur ta vie. Euh, pour autant, voilà, on est passionné. On a cette passion et on a soif de savoir, on a soif de tester ses limites, de découvrir ce qu'il y a derrière la prochaine montagne. Et c'est ce qui nous drive. Donc, tu as dépassé finalement t'as réussi à dépasser les craintes que pouvait avoir ta famille. Finalement, la passion était plus forte. Et donc, tu t'es lancé tu t'es inscrit sur ce tour des géants, alors. Ouais, 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 je me suis inscrit et puis, alors c'était déjà sur tirage au sort, hein. Je crois qu'il y avait un nombre d'inscrits qui avait été dépassé quand j'ai fait cette première inscription. Et alors, je me suis dit, bah, là, ça va faire comme l'UTMB. Je ne serai pas pris la première année, il va falloir deux, trois coups pour pouvoir être pris au repêchage. Et en fait, j'ai été pris tout de suite. Donc, bah, voilà, tu passes d'un effet un petit peu de blues post-UTMB où tu n'as plus trop de repères, tu sais pas, tu as atteint ce Saint Graal et puis tu dois te reprojeter sur autre chose. À cette perspective qui t'est offerte de participer à un truc encore plus grand, puisque le Thor des géants, c'est deux fois plus grand que le TMB. Est-ce que tu as préparé le tour des géants de manière différente que l'UTMB? Euh, oui, 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 je l'ai préparé différemment. Mais alors, c'est plutôt dans le domaine, dans l'approche, j'allais dire, plutôt que D'accord. dans l'entraînement physique. C'est plutôt dans l'approche, dans le sens où j'ai j'ai voulu donner une autre dimension à ce trail. Très souvent, dans les trails et à l'entraînement, moi, je suis tout seul. Je m'entraîne seul. Je participe à des trails seul, sauf quand je les cours avec ma femme, parce qu'elle court aussi. Sur l'UTMB, j'avais eu la chance d'avoir un copain qui m'avait suivi sur plusieurs bases de vie. Alors, il n'avait pas fait la totalité de la course, mais il était au ravitaillement et j'avais trouvé super sympa de pouvoir partager ces moments-là. Voilà, j'avais envie de donner une dimension de partage dans cette aventure que j'allais vivre. Et je l'ai fait au travers de l'ouverture d'un vlog. Voilà, donc, et en soutenant une association qui s'appelle Ozmove. Donc, c'est à l'initiative d'une personne qui a été triple amputée et qui s'est donné comme ambition de recourir un jour avec ses gamins. Donc, il a cherché des solutions et en France, il y a pas de lames de course à pied qui sont très, très accessibles. Les lames de course à pied, tu en as à partir de 5 000 € par pied. Voilà, donc il s'est posé la question de. Et puis, alors, ces lames-là, elles ne sont pas faites pour du trail, clairement. Donc, il s'est demandé qu'est-ce qui existe sur le marché. Et puis, il avait un copain qui bossait chez Airbus qui lui a bricolé un truc. Ils ont démarré sur ce projet avec des chutes de lames provenant d'Airbus. Et puis, petit à petit, dans l'aventure, s'est greffé Salomon sur la semelle. Et ils ont monté un projet. Et aujourd'hui, la marque s'appelle Hopper. Ils proposent des lames de course à pied et l'association propose à des personnes de les tester sur plusieurs mois sans en faire l'acquisition, simplement pour pouvoir les tester et démarrer, voilà, commencer à courir. Donc j'ai choisi ce truc-là Extraordinaire. parce que pour moi, c'était extraordinaire. Je me suis dit ce qu'ils ont réussi à faire et rendre finalement le trail accessible à des personnes qui ont perdu l'usage de leurs jambes, qui ont perdu des membres, qui sont peut-être nés sans membres. Voilà, c'est juste extraordinaire. Donc, j'avais envie de soutenir ce truc, de partager avec eux aussi ma préparation enfin, partager au plus grand nombre ma préparation à cette aventure-là en soutenant Ozmove. Et comment le faire? Je me suis dit, bah voilà, ça peut être au travers d'un vlog
en publiant du contenu sur mes entraînements, en partageant ça sur les réseaux et en affichant mon soutien à cet asso pour, les faire connaître, pour les aider à se faire connaître. Voilà, donc Je j'avais comprends. très tôt, j'avais cette dimension partage, dans cette aventure que je voulais mettre et puis, à cette, heu, j'allais dire à ce souhait de courir pour une association, s'est rajouté le fait que, mon père et puis mon oncle, aient pu, se rendre disponibles pour me faire l'assistance, sur la course. Donc Mmh. ça a été, une découverte pour eux aussi. C'était un peu folklorique Hem et avec le recul, j'en rigole, mais sur le coup, quand tu as une assistance où, bah, mon père et mon oncle, ils étaient un peu en mode touriste, si tu veux, sur la course. Donc tu Mmh. avais ce décalage où toi, tu en bavais, tu en chiais et puis, tu étais dans le dur et puis, le «Ah petit il est arrivé, ah mais le sac est encore dans la voiture». Heu OK, Terrible. elle est où la voiture? Mmh. Elle est à 5 Mmh. minutes. Allez, on y va, on revient. Je reprends mon sac, je prends ce Mmh. que j'ai besoin dedans et puis je repars. Donc mais j'en rigole maintenant. Sur le coup, Mmh. tu en rigoles beaucoup moins, mais ça fait Mmh. partie aussi de l'aventure et ça fait partie des trucs, des souvenirs, que j'aurai toute ma vie, quoi. Donc Mmh. j'avais envie de partager, de pas seulement vivre ça pour moi tout seul, à tel point que, l'arrivée, je crois que je suis arrivé, 24 heures avant l'arrivée que j'avais prévue, et ma femme terminait le travail, elle allait chercher la petite à l'école et elle devait passer le Mmh. tunnel. Il y avait des embouteillages au tunnel et du coup, je les ai attendus pour passer la ligne d'arrivée parce que j'avais envie d'être dans le partage jusqu'au bout et Mmh. parce qu'elle m'avait porté aussi pendant ma préparation et que sans cet équilibre familial, bah, Mmh. voilà, tu peux entreprendre des choses, mais pour autant, est-ce que tu les termines? Je sais pas. Pour mon cas, voilà, c'est des personnes qui m'ont porté, cet entourage, et j'avais envie de rendre aussi un petit peu tout ce que le trail running m'avait apporté, à la fois à mon cercle familial, à cette association et dans le partage sur les réseaux aussi. Parce que j'étais vraiment dans cette philosophie-là d'aller sur cette notion de partage. Donc c'est de cette envie-là qu'est né, le vlog au début, le blog, quelque part sûr et par la suite les podcasts. OK. Depuis le départ, finalement, c'est un podcast qui est censé être sur le sport, sur le trail au moins, et en fait, on parle beaucoup d'humains finalement. Ouais, bah, c'est des humains qui courent. C'est des Mhm. gens qui courent, hein. Je veux dire, tu as des histoires dans l'histoire, tu as on revient aux personnes et à l'essentiel, en fait, on n'est que des humains qui faisons une activité, dans la nature. Et il se passe, des interactions et c'est ça qui enrichit aussi, les expériences. Moi, quand j'écoute des podcasts et j'en écoute, des tonnes dans le trail Mhm. running, dans les aventures, je peux te dire qu'en fait, ce qui me m'attrape, ce qui me catch, ce qui m'interpelle, c'est pas tant les chronos, c'est pas forcément alors si tu regardes, les difficultés, bien sûr, mais ce qui m'interpelle, c'est les histoires dans l'histoire et finalement, on est tous et toutes, on a tous et toutes cette appétence pour les histoires. Tu regardes le succès de Netflix, ça dément pas. Donc que ce soit, Mhm. à la télé ou que ce soit dans les récits de coureurs, voilà, on a cette envie d'écouter des histoires. Donc voilà, Mhm. c'est aussi, ce partage mais alors des histoires de qualité et enrichissantes. Qu'est-ce qu'on amène aux Mhm. auditeurs? Ça aussi, c'était, une des questions et j'avais pas envie d'être enfin, d'aller vers le grand public, obligatoirement. Si je m'adresse qu'à des passionnés, ça me va. Il y a pas de souci, je suis à l'aise avec ça et c'est pour ça qu'au démarrage du podcast, j'ai fait un gros focus sur le Thor des Glaciers, et j'ai fait une série d'interviews sur le Thor des Glaciers et je vais en sortir, j'en sors. Des fois, Mhm. on y revient naturellement parce que, il y a des gens qui écoutent, parce que, je suis en contact avec des trailers qui sont, sur ces épreuves-là.
et qui me mettent en contact avec d'autres trailers. Donc, de fait, tu reviens. J'ai pas forcément envie de m'en écarter ou pas, ou m'en détacher. Ça se fera comme ça se fera de manière naturelle. Et à la limite, c'est toi qui me disais, je crois qu'on avait eu cette discussion, tu me disais, mais Mika, pourquoi tu pousses pas les gens à s'abonner, à liker, Mhm. Oui, tout à fait, ouais. s'ils ont envie, ils le font. Mhm. Le pourquoi je fais ce truc-là, c'était à la base pour le partage. Aujourd'hui, j'y trouve mon compte parce qu'au gré des échanges, j'apprends beaucoup. Je Mhm. peux poser toutes les questions que j'ai envie de poser. Mhm. Et dans une certaine mesure, parce qu'il y a on le verra là dans un prochain épisode, il y a aussi, Mhm. et il faut faire attention aussi, il y a des fois des personnes qui sont plus à fleur de peau sur des sujets. Il faut mettre le curseur au bon endroit, mais c'est comme dans la vie en fait, hein. Mhm. Quand il y a des sujets sensibles, ben là, tu marches un peu plus sur des œufs. Faut trouver le bon niveau pour aborder ces sujets-là. Je Mais comprends. voilà, en tout cas, ça me nourrit d'autant plus que je prépare, donc je formalise mes questions, j'enquête un peu sur qui sont les invités, et Mhm. puis ça m'amène à les découvrir un peu plus. De par les questions que je prépare, de par l'échange qu'on a et la spontanéité qu'on peut avoir en cours d'enregistrement. Et puis surtout, je me les repasse. Et là, tu entends, d'autres choses, des Mhm. signaux faibles que tu as pu capter lors de l'enregistrement, dans la tonalité, dans l'échange des regards. Et puis, tu comprends des choses à la relecture. Et ça approfondit beaucoup le sujet, les personnes. Et ça me nourrit, quoi. Donc, c'est chouette. Je comprends mille Donc, fois. ce Je comprends mille travail fois. que je fais là, il me sert quelque part. Et voilà. On va revenir juste tout ça est parfaitement. Moi personnellement, ça me passionne et c'est un plaisir de t'entendre justement sur tous ces aspects humains et puis finalement l'humain, le sport, l'humain finalement ça peut la même chose. Mais pour garder ce fil d'Ariane, même si on peut digresser autant qu'on veut, c'est pas si grave que ça même. Tu peux juste me parler de comment tu t'entraînes vraiment sportivement, comment tu t'es entraîné sportivement à ce tour des géants, et puis derrière, comment s'est passé ce tour des géants. Alors, on parle bien du Tour des Géants, hein, pas des glaciers. Bien du tour des géants, si, Ok. si. Ouais, ouais. Euh, Comme je te disais, moi, j'habite à 400 mètres d'altitude. Mhm, Donc, je suis vraiment au pied de la mhm, première montagne. Là, donc, si tu veux, je démarre la pente. Je suis une des premières maisons où tu commences à monter dans la pente. Donc, je peux aller jusqu'à 2000 ou d'autres sommets qui sont plus loin, moins accessibles, où faut passer par d'autres montagnes pour aller plus haut. Mais j'ai un terrain de jeu idéal qui commence en sous-bois et qui monte sur les sommets. Donc l'accès et la facilité d'accès à un terrain de trail est très simple pour moi. Donc de fait, j'y vais un peu comme je veux. J'ai pas de plan d'entraînement. Je fais tout au feeling. J'ai la première montre, enfin, j'en ai eu depuis, mais vraiment la première montre sur laquelle j'ai commencé à me mettre, c'était pour le Tour des Glaciers. C'est parce qu'il y avait de la navigation mhm, essentiellement. Mais je cours beaucoup sans montre à la base euh, parce mhm, que, dans ma vie professionnelle, je suis très connecté. Et j'ai besoin aussi de me déconnecter dans ma pratique sportive pour revenir à l'essentiel, quoi. Et ça me fait beaucoup du bien. Mais voilà, alors comment je me suis entraîné? Déjà, alors, je suis pas, j'ai pas de plan d'entraînement classique. D'ailleurs, il n'y a pas forcément beaucoup de plans d'entraînement qui sont accessibles pour faire de mhm, l'ultra-distance, des formats XXL comme le Tour des Géants. Donc, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup documenté sur les réseaux, sur les vidéos. Voilà, j'ai parcouru tout ce qu'il y avait de disponible sur la toile et mhm, bah, de ce contenu-là, je me suis fait une idée de la montagne qui m'attendait. Donc, en ayant cette vision-là,
te projeter, te dire, OK, où est-ce que j'en suis? Alors, il faut se connaître, hein. Mhm. Et c'est les années d'apprentissage qui te le permettent. Mais il faut se connaître et je pense que le meilleur capteur, c'est pas celui qu'on a autour du poignet. Le meilleur capteur, c'est toi, c'est ton cerveau, c'est ton ressenti pendant l'entraînement, c'est de te mettre des petits objectifs dans l'année ou des courses intermédiaires qui vont te permettre de te jauger par rapport à l'événement que tu prépares, par rapport à la course que tu prépares. Donc Mhm. c'est plutôt dans cette approche-là en me disant, bah voilà, je vais sur ma saison mettre un ou deux crash tests, des trails intermédiaires, des trails. Il y avait un trail de 100 km là que j'avais programmé, un peu plus de 100 km, avec un profil très montagnard, avec beaucoup de dénivelé, pas très loin de Cette chez année, moi. ça, hein. Sur l'année du Tour des Ok, Géants, très bien. tout à fait. Ok, ouais. Mhm. Et je me suis dit, bah voilà, ça c'est ton crash test. Prépare-toi pour ce défi-là. Et si ça passe là, normalement, bah, tu continueras ton entraînement pour le Tour des Mhm. Géants et avec la progressivité que tu as depuis des années, ça devrait passer. Il se trouve que donc le trail s'appelle l'UT-Lac, l'Ultra Trail des Lacs aux Cimes. Il se trouve que j'ai fait un œdème au pied sur ce trail-là. Il faisait très chaud. Et j'ai dû abandonner la course. Voilà, tout simplement. J'ai pas de problème avec l'abandon. Quand il faut abandonner une course, eh ben, c'est pas grave, il y en aura une après, on en fera une autre. Mhm. Donc là, j'ai eu un œdème au pied, j'ai dû abandonner cette course. Pour autant, t'imagines bien ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. Tu n'as pas réussi ce 105, 110 km et tu Mhm. vas te présenter sur un 330. Mais est-ce que t'es pas un peu con? Mhm. Est-ce que tu pars pas un peu dans tous les sens? Est-ce que tu as le niveau? Donc, t'imagines la tempête qui se passe dans ton cerveau. Voilà, tu te dis, bah, est-ce que j'ai pas visé trop gros? Et puis, Mhm. très rapidement, tout ça est effacé parce que Mhm. une grosse dose de confiance en moi. Je sais que j'ai encore le temps de me donner les moyens, de trouver des séances pour progresser vers cet objectif-là. Je me fais Mhm. confiance, je me donne le temps nécessaire. Je savais que l'été allait arriver et pendant l'été, j'ai plus de temps de disponible. Il y a aussi les Mhm. congés d'été qui permettent de s'entraîner en trouvant une alternance entre passer du temps en famille et faire des sorties. Donc, Mhm. sur cet été-là, j'ai trouvé la bonne alchimie. Alors, c'est des petits trucs, hein, c'est anodin, mais on partait des lieux où on était en vacances, des Mhm. logements. On allait faire nos activités le matin avec pique-nique ou autre. Et ma femme revenait avec ma fille en voiture jusqu'au logement. Et moi, je revenais à pied. Donc voilà, j'arrivais à lier Mhm. les deux et je pense que c'est aussi stratégique quand on est en couple, quand on vit en couple et qu'on a besoin de préserver cet équilibre familial, de trouver la façon de le faire. Pour moi, c'était Mhm. cette recette-là qui a fonctionné et qui m'a permis bah, voilà, de m'entraîner pendant des congés. Je me suis beaucoup entraîné aussi le samedi matin très très tôt. Alors quand je te dis très très tôt, c'est le jour n'est pas encore levé, hein, tu pars à la frontale, c'est Mhm. 3-4 heures du matin et tu vas faire des grosses sorties à Mhm. jeun, des sorties longues et puis tu reviens, la matinée est terminée quoi. Donc Mhm. voilà, ça te permet aussi de tester le sommeil, le manque de sommeil, parce que tu enchaînes quand même des grosses semaines avec le travail, Mhm. tu enchaînes le fait d'être papa et puis de devoir te lever la nuit. Mhm. Voilà, ça aussi, c'est une super arme pour la gestion du sommeil et c'est un superbe Mhm. apprentissage. Je sais Mhm. que sur le tort, le fait d'avoir cette privation de sommeil du fait d'être parent, ça aide beaucoup, hein. T'as Mhm. l'entraînement, t'as la caisse, quoi. Ouais, je comprends. Oui, si, si.
Je connais. Ah oui. J'ai connu, heureusement. Ouais. J'ai connu, heureusement. Et quand tu pars en montagne, quelle est la part est-ce que c'est de la rando course? Est-ce que c'est de la course à pied? Alors, je démarre toujours en courant hein, et au bout d'un moment, bah, je marche et puis dès que je reviens sur de la fin de montée, parce que je suis toujours un peu en réserve, hein, j'aime bien relancer Mhm. avant la fin des montées. Je sais pas, psychologiquement, tu te dis, ok, je vais me taper la montée en marchant. Mhm. Je relance à ce moment-là et bon, c'est con, hein. Moi je fonctionne comme ça. Je Euh, comprends. et relancer sur les fins de montée. Après, tu passes sur du plat. Voilà, tu alternes un petit peu. Effectivement, Mhm. moi, je suis sur cette alternance parce que tu régules ton rythme cardiaque. Mais c'est vraiment aux sensations hein, que je le Mhm. fais. Si c'est dépendant du Mhm. terrain. Voilà. Ouais, ouais. Ok. C'est vraiment une sacrée chose parce que j'ai écouté ton podcast avec Arnaud Simard. Ouais, Et j'ai halluciné, totalement halluciné, quand il a dit qu'il courait parfois quelques 10 kilomètres, mais que surtout il passait énormément de temps en montagne, qu'il passait beaucoup de temps à ski, et il ouais. passait pas mal de temps à randonner. Et j'ai halluciné quand il annonçait qu'il courait quelques fois 10 kilomètres par-ci par-là comme ça, hein. Et, et on dirait vraiment que tu fais tellement dénivelé que c'est vraiment comment dire, l'entraînement parfait pour une course dans laquelle il y a du dénivelé et pour le Tour des Géants, en fait. Ouais, alors je me suis. Alors j'ai une grosse pensée pour Arnaud parce qu'il a perdu un copain Ouais, cette année en ski. Il a été pris dans une avalanche avec lui j'ai et j'ai une appris, ouais. grosse pensée pour lui. Euh, sur l'aspect entraînement, c'est vrai que moi j'ai cette facilité d'accès à la montagne. Donc de fait, je suis tout de suite dans les conditions d'entraînement euh, pour ma pratique. Ce qui est pas ton cas du côté de Mhm, la Belgique. Donc, je m'entraîne beaucoup moins. Je m'entraîne très certainement beaucoup moins que toi. Et Arnaud doit s'entraîner encore beaucoup moins que moi. mhm, Parce il bouffe du ski l'hiver à n'en plus mhm, finir. Dès qu'il y a des flocons, il sort les spatules et il en profite, quoi. Il en profite mhm, différemment. Moi l'hiver, il n'y a pas d'arrêt sur le trail. Si tu veux qu'il y ait de la neige ou pas, je vais courir. Y a pas, j'ai pas de démarrage de saison. Il y a des trailers qui te parlent de début de saison. Moi, la saison, mhm, c'était il y a 15 ans quand j'ai commencé, tu vois. Le début de la saison, c'était là. Je cours toute l'année et quelles que soient les conditions. Et ça te permet d'habituer ton corps au froid, au chaud. Ça te permet d'habituer tes pieds, ton organisme aux sensations, au toucher du terrain. Et bah, de fait, tu apprivoises tous les types de terrain, toutes les conditions. Et pourquoi simuler ce que pourrait être le trail sur un tapis de mhm, course alors que tu as des pentes à côté de chez toi? mhm, Je serais bien bête de faire comme ça. Donc je le mhm. fais pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce Tour des Géants, il s'est passé comment pour toi? Magnifique. Magnifique. Alors je suis parti malgré tout avec un bon niveau de confiance. Je sais pas comment dire, mais avec un bon niveau de confiance. Et puis je savais que je partais pour du long. Donc je savais pas où je mettais les pieds, hein, forcément sur des aventures comme ça. Mhm, Donc excité, pas trop parce que je prends les départs plutôt prudemment. Bien que sur l'UTMB, j'ai été pris dans l'euphorie du départ et puis mhm, au bout d'un kilomètre, on m'offre une bière et je prends une bière. Tu vois, mhm, t'as cet effet des fois chimpanzé. Alors, je ne l'ai pas eu mhm, sur le tort des géants parce que je me suis dit, reste dans ta bulle, tu es dans le départ, mhm, reste concentré. C'était un peu l'enseignement de l'année précédente. Et bah, progressivement, tu avances. J'ai ressenti pour la première fois sur le tort des géants ce qu'on appelle en trail le flow, l'état de flow.
où, où en fait, t'es dans le moment présent, euh, ton rythme est parfait, ton rythme par rapport à tes capacités, il est juste parfait, tu te connais, tu sais que t'es pas trop rapide, t'es pas trop lent, t'es au bon niveau de performance, au meilleur niveau de performance que tu puisses donner, et tout se passe bien en fait. Donc j'ai enchaîné comme ça, mais je sais pas, à plusieurs moments dans le parcours, j'ai eu ces états de grâce qu'on peut connaître en tant que trailer, mais sur des dizaines de kilomètres. Ok. Donc si tu veux, c'est la meilleure course que j'ai pu faire. Au niveau sensation, c'est vraiment la meilleure course que j'ai pu faire. Ça se passait super bien, quoi. De, Et tu l'as de... ressenti, cet état de flow dès le départ? Non, alors pas tout de suite, hein. Il faut que je suis un diesel, moi. Il faut que je me Mhm, chauffe. Euh, non, je dirais que à partir allez, 70, 60-70, où mhm, bah, tu joues un peu à Pac-Man, hein, tu connais le truc, mhm, où mhm, tu remontes, tu remontes, tu remontes, et puis tu te dis, mais je fais que remonter, quoi. Et tout se passe bien, mhm. t'es en forme, t'es au top, et voilà. Est-ce que tu as dormi pendant ce tour des géants? Oui, alors ouais, je m'autorisais quand même des siestes. Alors j'avais pas encore, Mhm, je pense que j'avais pas encore assez expérimenté parce que c'est vrai que de passer de l'UTMB où tu fais une nuit au final à la découverte de plusieurs nuits, j'avais pas de format intermédiaire, donc je me projetais difficilement sur cette gestion du rapport au sommeil. Donc j'ai fait comme plutôt au ressenti et en me disant, bah voilà, faut que maximum tu dormes, tu passes 2 heures à dormir. Ça, c'était vraiment le maximum. Et ce que je faisais, j'optimisais sur certains ravitaillements, tu as ostéo, podologue, kiné, voilà, mhm, il y a tout ça. Donc, pendant que tu te fais masser, bah, tu fermes les yeux et puis tu fais une sieste. Donc, c'est vraiment dans l'optimisation de ces moments-là que tu vas gagner un peu de temps. Alors après, mhm, si tu le fais à chaque fois, tu vas gagner beaucoup de temps au final. mhm, Et ce temps additionné, ben, c'est du temps que tu passes en moins sur les sentiers. Voilà, c'est du temps que tu passes en moins mhm. dehors et potentiellement de nuit. Donc finalement, tu as assez bien géré cette première course ou cette première Ouais, longue distance, cette très longue ouais, distance, ouais. Et puis sans expérience. je me suis rendu compte véritablement que j'avais un point fort la nuit. Ne serait-ce que par le manque de sommeil finalement. Deux nuits, tu vois, je suis arrivé à la deuxième nuit, j'étais plutôt bien, lucide. Donc je pense que j'ai et puis je cours relativement plus vite que le Mhm, reste du peloton la nuit. Donc voilà, c'est plutôt un point fort pour moi et je l'ai relevé à ce moment-là. Donc je sais mhm, que je vais encore progresser sur ce point fort dans les années à venir. mhm. Et quand tu arrives, donc tu m'as dit tout à l'heure que tu avais attendu ton épouse et ta petite fille. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu l'arrivée? Bah je sais pas si tu te rappelles Berton, tu descends Berton, Mhm, là à fond les gaz, direction Courmayeur. Et puis, enfin, je te dis à fond, super bien si tu veux. Alors pas à fond parce mhm, que justement je devais je devais attendre ma femme, ma fille, mais je l'aurais fait à bloc. Tu ressens pas l'effet des 300 kilomètres que tu viens d'avaler. Le mhm, corps, il s'est adapté. Il a compris il allait falloir continuer l'effort encore mhm, un moment. mhm, Si tu veux, il a trouvé son rythme de croisière. Donc, sachant qu'il restait que la dernière descente, tu peux envoyer les watts, il n'y avait mhm, pas de problème. Et j'étais vraiment sur cet état de flow top, quoi. Donc, mhm, euh, quand je descends, je me dis, bah, alors c'est même au Malatra, hein, et au refuge précédent, au Malatra, je me dis, bon, bah, ok, euh, là, tu as terminé. Il y a mhm, plus, il y a,
allez, il y a un vrai plat, un vrai morceau de plat qui est très très long après le Malatra, mais tu vas redescendre sur Courmayeur, c'est fait. Et ça, Mhm. je me le suis dit même avant bien plus tôt, avant le refuge, avant Frassati, bien plus tôt avant Frassati, je me le suis dit. Et j'ai fait une rencontre d'ailleurs à ce moment-là, euh, qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Mhm. C'était, comment dire, c'était un moment où j'étais en train de réaliser que j'allais boucler ce truc. Euh, mais je l'ai réalisé, je sais pas, peut-être allez, à 50 bornes de l'arrivée. Je me suis dit, ok, là, Mhm. c'est bon. T'es sur un état de fraîcheur, enfin, fraîcheur, je sais pas si on peut appeler ça de la fraîcheur, mais Mhm. tu te sens bien, t'es bien. Là, il y a rien qui peut t'arriver. Tu vas le boucler, ce truc. Il y a plus, dans la tête, t'as plus de questions, t'as pas de doute. De toute façon, il y en avait pas trop. Mhm. Il y en avait pas trop. Et là, je fais une rencontre avec un Valdotin âgé. Et on commence à discuter et il me raconte que, il avait fait aussi de la course à pied. On essaie d'échanger un petit peu, mais ça se passe assez rapidement. Et je ne sais pas dans quelle mesure je me suis projeté sur ce monsieur-là. Alors, je pense pas que c'était une je pense pas que c'était une hallucination. Quoique, Mhm. avec le recul, je me dis, est-ce que c'en était une? Mais je me suis dit, en fait, je me suis vu plus âgé. Je sais pas comment te dire. C'était une rencontre comme si tu te rencontrais toi sur le chemin. Ok, ok. Et je me disais, ce monsieur, il est âgé, il est encore sur le chemin. Il est encore en train de profiter de ces beaux paysages, de ce qu'offre cette nature. Et en fait, j'aurais envie de vivre comme ça à son âge et depuis Mhm. maintenant jusqu'à son âge. C'est ce qui me ferait vibrer en fait, c'est ce qui m'attire. Cette rencontre, j'en mesure pas encore pleinement si tu veux, l'impact dans ma vie aujourd'hui, mais voilà, je sais qu'elle a été marquante pour moi. Et Ouais. si elle est arrivée pile poil au moment où j'avais ce sentiment de boucler le tort des glaciers, des géants, pardon, j'anticipe, excuse-moi. Le tort des géants, c'est pas pour rien. Il y a des moments de vie et bah, tu le sais, hein, toi qui fais des aventures, tu as des rencontres dans la vie qui tombent à point nommé et je pense que celle-ci en était une. Ok, ok. Quand, quand tu passes la ligne d'arrivée, qu'est-ce que tu ressens justement? Est-ce que tu ressens quelque chose de différent de l'UTMB? Oui, alors ben, tu ressens que tu as vraiment vécu une expérience dans le partage. Et Mhm. ça change tout. C'était, alors j'étais venu chercher l'aventure et je l'ai trouvé, hein. Alors, Mhm. résolument sur le temps, je l'ai trouvé. Mais j'étais venu aussi chercher le partage et j'ai pas mesuré à quel point. J'avais fait un petit groupe WhatsApp en mettant des personnes de mon entourage. Et Mhm. petit à petit, pour chaque call que j'ai passé, si tu veux, j'ai fait une photo ou une vidéo que j'ai envoyée sur ce groupe et je l'ai dédiée à une des personnes du groupe. Et en fait, ça a été énorme. Les messages d'encouragement, les avis, je me suis dit comment tu le partages aussi avec ton entourage parce que Mhm. suivre un petit point sur une carte et tout, j'avais envie de leur faire partager de l'intérieur. Et je me suis dit, tu crées un groupe Mhm. WhatsApp, tu postes des images du parcours, et puis tu laisses libre aux gens de quitter le groupe si ça les saoule, de prendre des notifs dès qu'il y en a un qui commente le truc, parce que ça doit Mhm. être un peu pénible aussi. Je me mettais de l'autre côté en me disant, putain, si je dois suivre tous les messages de Tati, Rosie, de mon pote qui est en train de faire le truc, mais en fait, Mhm. ils se sont tous pris au jeu. Et l'année suivante, quand je me suis inscrit sur le Tour des Glaciers, ils m'ont dit Eh, tu penses à nous, tu nous mets dans le groupe, hein. On veut Mhm. suivre le truc, quoi. Et Mhm. en fait, j'ai compris que cette notion de partage, ben, je l'avais vécu à fond.
Mhm. Et j'avais coché toutes les cases comme ce que j'avais fait sur l'UTMB en me confrontant au mythe, au monument, j'avais bouclé cette légende-là. Et bah, sur le Mhm. Thor, ce que j'étais venu chercher, et c'est important de le définir et de se dire qu'est-ce que je viens chercher dans cette course. Et de se raccrocher à ça dans les moments qui sont peut-être un peu plus difficiles, de te dire, en fait, c'est quoi que tu viens chercher? C'est, OK, l'aventure, c'est le partage. OK, bah, tu es en train de partager avec un groupe de trailers, tu es en train de manger dans un refuge avec des trailers, tu partages. Tu es en train de mettre un message sur ton groupe WhatsApp pour faire vivre à ta maman qui a des problèmes de jambes, un truc que tu es en train de traverser la vallée d'Aoste, et ben c'est juste génial. Voilà, c'est des trucs comme ça. Mhm. C'était plus beau parce que tu avais plus à partager encore. Ouais, ouais, non, mais c'est c'est- c'est sans commune mesure. Moi qui viens du sport en équipe, le rugby, Mhm. euh, je, Je me suis longtemps dit, putain, tu t'as fait pendant des années un sport en équipe, tu as trouvé ces valeurs de partage, d'échange, d'équipe, d'esprit d'équipe. Alors, Mhm. l'esprit trail, j'en parle souvent dans les podcasts. Et pour moi, je rattachais, si tu veux, l'esprit d'équipe ou ce que j'avais trouvé dans le rugby, je le transposais dans l'esprit trail, la camaraderie quand tu es dans le dur, la petite tape dans l'épaule, sur l'épaule Mhm. des bénévoles ou d'autres coureurs, tu vois, des trucs comme ça, ou si tu es en difficulté, bah, d'autres coureurs viennent te prêter assistance, mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai vécu sur le tort. Mhm. Je comprends. Je comprends. Je comprends en tout cas que c'était une sorte de voyage déjà intérieur, parce que tu étais dans cet état de flow là, de voyage entre toi, et puis et puis un partage entre soi et l'autre. Ouais, ouais, Cool. carrément. Mhm. Mhm. Quand dans les semaines qui ont suivi ce tour, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Déjà, il y a une petite question que je me pose, mais est-ce que quand tu as des petits creux comme ça, est-ce qu'il y a des... Désolé pour la question un peu Mireille Dumas, mais est-ce qu'il y a des moments où tu reprends du poids? Est-ce qu'il y a des moments où quand il y a moins de trail, est-ce qu'il y a plus de poids? Quand il y a moins de trail, est-ce qu'il y a plus de poids? Alors, Plus de poids. j'ai tendance à dire que j'ai, grâce à ma femme, beaucoup travaillé sur l'alimentation. Et c'est important ce que tu dis parce que il faut- c'est, tu peux avoir des comportements impulsifs dans le trail Mhm. et elle m'a alerté là-dessus il n'y a pas très longtemps, hein. Je revenais d'un entraînement. Enfin d'un entraînement, une sortie longue je j'avais faim. Je me suis mis à manger, mais comme si tu mangeais sur un ravito, c'est-à-dire à vitesse grand V. Et elle m'a dit: «Mais tu fais quoi là? Tu es en train de te goinfrer». Zach Et et Miller. Mhm. en Mhm. fait, on est tellement habitué à bouffer vite, il faut se gaffer à retrouver un rapport à l'alimentation qui soit, alors effectivement, quand t'es pas loin de l'hypo, que tu reviens d'une sortie longue, que tu as tapé dans tes réserves et voilà, tu as besoin de recharger et tu as ce réflexe, comme quand tu es en compétition, de recharger tes batteries rapidement. Mhm. Voilà, donc tu as des réflexes et il faut y faire attention, surtout quand tu as été, comme moi, tu as eu un rapport à l'alimentation qui était, heu pas super sain, dans le sens où il Mhm. faut réhabituer ton estomac à manger moins quand tu fais moins de sport. C'est normal parce que tu as besoin de moins d'apports, et tout ça prend du temps, mais comme toutes les habitudes prennent du temps, au final. Mhm. Donc, après cette arrivée au tort des géants, t'as mis combien de temps à vouloir t'inscrire sur le tour des glaciers? Bah, je voulais m'inscrire tout de suite. De C'est-à-dire, suite. ouais, enfin, je voulais m'inscrire. Je me suis projeté, pardon, je vais corriger. Je me suis projeté tout de suite sur le Thor, des glaciers, en me disant, voilà, tu viens de terminer le Thor des géants.
Je pense qu'il te faut un peu d'apprentissage sur l'alpinisme, sur des notions un peu plus avancées. Euh, la notion de rapport au vide, quand tu as du gaz sous les pieds, voilà. C'est des environnements un peu plus aériens. Mhm. J'avais en tête de me dire, voilà, il faut que tu te confrontes à ces environnements-là avant d'appréhender le Thor des glaciers. Et Mhm. puis, un petit peu comme je l'avais fait sur le Thor des géants et sur l'UTMB, je me suis dit, ça doit très certainement être sur tirage au sort, ce Mhm. truc-là, parce que tous ceux qui finissent en moins de 130 heures, et donc bah, là, pour le coup, j'avais fini en 126 heures, ou je ne sais plus, dans ces eaux-là. Euh, je- 127, même, je crois. Ouais, je me Je suis dit, crois. bah voilà, en fait, c'est accessible, tente ta chance, enfin, tente ta chance. Euh, Cumule les chances d'être pris la deuxième année. Euh, je me suis inscrit et Mhm. puis en me disant, en fait, tu pourrais le faire, c'est faisable, c'est envisageable. Il faut juste que tu travailles un peu ces passages aériens, des trucs comme ça, et ça devrait le faire. Et moi, je m'inscris et puis le tirage au sort se passe, mais en fait, il n'y a pas de tirage au sort. Mhm. Parce que le nombre d'inscrits est limité à 200 coureurs et que le quota n'est pas atteint. Donc, je suis pris. Mhm. Et voilà comment je me retrouve au départ du Tour des Glaciers. D'accord. Et cette fois-ci, est-ce que ton entourage l'a bien pris? Est-ce que t'as été, comment a pris ton entourage, en fait? Ma femme l'a accepté très Mhm. facilement. Elle s'est dit que finalement, je trouvais une forme d'épanouissement euh, pas forcément dans cette quête de plus, mais elle a compris quand j'ai exprimé le fait de trouver du plaisir dans l'aventure, dans le fait de le partager. Elle a vu l'émulsion se créer sur le petit groupe WhatsApp. Elle a partagé tout ça, elle a vécu tout ça un peu à l'extérieur, mais en même temps, sur l'arrivée, elle est venue passer une journée avec moi à Courmayeur. Donc elle a vécu un petit peu ce truc-là. Et elle a pris conscience de ce que ça pouvait m'apporter aussi à titre perso et que ça me Mhm. faisait du bien in fine, quoi. Donc elle s'est dit, OK, voilà, c'est OK pour moi. Par contre, c'est vrai que le petit groupe qui avait suivi vraiment assidûment l'aventure, bah, eux, ils étaient partie prenante. Ils s'étaient dit, putain, c'est génial, il retente une aventure de ce type-là, il met le cran au-dessus, vas-y, on te suit. Mhm. Mais il y a certaines personnes qui, voilà, ils étaient toujours bloqués. Mais pourquoi? Pourquoi tu t'imposes ça? Euh, pourquoi tu, pourquoi tu continues à vouloir faire plus? En fait, c'est pas une question de plus, c'est différent. L'aventure va être différente sur un Thor des géants de ce qu'elle sera sur un Thor des glaciers, de ce qu'elle sera sur une Swiss Peak 360, 660, de ce qu'elle sera sur une traversée de la France ou de ce qu'elle sera sur Nivelles, Istanbul. Tu vois? Mhm. Euh, voilà, c'est différent, c'est autre chose. Tu vis pas la même chose. Dans l'absolu, j'aurais pu refaire le tort et me dire, OK, je vais exploser mon chrono. Mhm. C'était pas ce que j'avais envie. Ok. Ok. C'est chouette, en tout cas, c'est chouette. Je sais pas, mais en tout cas, on dirait qu'il y a une évolution de ton entourage proche quand même, où on est passé de la peur à une forme d'acceptation de la peur et une acceptation de tes nouveaux projets. Ouais, ouais, carrément, Et, carrément, parce que, enfin, il voit aussi une transformation dans mon attitude. Euh, Bah, surtout ma femme, hein, elle voit que le trail, c'est vraiment une soupape. Euh, c'est une soupape à la pression de l'environnement professionnel parce que j'ai pas tout évoqué sur l'aspect professionnel, mais c'est vrai que mon activité est beaucoup liée à l'événementiel. Et ayant commencé en 2018, on s'est pris la vague Covid sur 2020-2021 avec une période où moi j'ai embauché 4 personnes à ce moment-là
Et on s'est pris le Covid avec une perte de chiffre de 95% de chiffre d'affaires. Mhm. Donc, si tu veux, tu as des charges qui explosent et tu as des revenus qui implosent. Donc, Mhm. tu dois faire de la dette, emprunter et Mhm. rembourser cet argent qu'on continue à rembourser encore en 2024 et qu'on va continuer à Mhm. rembourser en 2025. Donc, tu as une pression sur la trésorerie qui se crée et inévitablement une pression sur toi derrière. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé encore plus d'intérêt au trail running et au fait de Mhm. m'autoriser d'avoir ces parenthèses de vie dans l'année. Je comprends, je comprends. Et ce trail des glaciers, tu l'as vécu comment? De manière générale. Ma question est très large, mais Alors, avant, pendant ou après ou globalement? eh ben écoute, tu t'organises comme tu veux. Je me démerde. Je l'ai vécu très bien. Je l'ai très bien vécu depuis l'idée de m'inscrire jusqu'à aujourd'hui, parce que ça continue aujourd'hui et ça continuera demain. Le Trail des Glaciers, tu sais, je l'ai pas terminé en 2023 et on y reviendra sans doute un peu plus tard, mais euh, je me suis réinscrit sur 2024 et je serai au départ en septembre. Donc, globalement, le Trail des Glaciers, c'est quelque chose qui m'habite au quotidien. Le Thor, pardon, des glaciers. C'est quelque chose avec lequel je vis le jour, la nuit, parce que la nuit, je me réveille, mon cerveau est connecté à cette course. Mais pour moi, le Thor des glaciers, c'est le prochain refuge, si tu veux. C'est une étape vers autre chose, vers un autre chemin, vers... je ne sais pas si même en l'ayant bouclé l'année prochaine, Mhm. ou une année suivante, on ne sait jamais, hein. Je veux dire, moi, je pense que j'en ai les capacités sur 2024. Je pensais l'avoir en 2023. Faute à pas de chance, j'ai eu rebelote un œdème au pied. Mais sur 2023, j'étais en capacité d'aller au bout, si Mhm. tu veux. Donc, ça ne m'inquiète pas sur 2024. Et puis, je me dis que c'est pas une fin en soi. Ce trail, et pour moi, c'est pas. Je reste pas focus sur, je fais pas une fixette sur ce trail-là plus qu'un autre. C'est Mhm. un super moment sur mon parcours, mais ça va m'emmener vers d'autres choses. Ok. Est-ce que c'est plus prenant la préparation du Tour des Glaciers que les autres préparations que pour l'UTMB ou que pour le Tour des Géants? Euh, Forcément, ça, ça t'occupe enfin, les pensées parce que tu vas te confronter à un monument, hein. Une fois de plus, alors l'UTMB, on est déjà un, le Tour des Géants, on est déjà un, mais le Tour des Glaciers, tu passes un cap. Tu rajoutes une dimension navigation dans une épreuve d'ultra distance. Tu rajoutes des passages aériens à l'aventure. Tu es vraiment dans l'aventure là pour le coup. Euh, Mhm. tu- Alors, c'est ma perception. Après, des personnes comme le premier de la course vont te dire c'est confortable parce que tu as des refuges. C'est confortable parce que tu empruntes certaines portions communes avec le Thor des Géants. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Pour moi, Mhm. c'était une aventure. Je te dis pas Mhm. que dans 5 ans, je regarderai le Thor des glaciers de la même façon. Mhm. Certainement pas. Mais pour l'heure, voilà, pour moi, c'est une aventure. En quoi est-ce que le Tour des Glaciers est différent du Tour des Géants? Tu vas avoir déjà beaucoup plus d'écart entre les ravitaillements. Enfin, tu le sais, mais on va l'expliquer. Il y a Mhm. beaucoup plus d'écart entre chaque ravitaillement, chaque refuge ou chaque base de vie. Il y a moins de bases de vie. Au final, sur le parcours, je crois qu'on a trois ou quatre contre 6 sur le Tour des Géants, il me Oui, semble, je ne sais plus. c'est ça.
Voilà. Et puis, c'est beaucoup plus en altitude sur tous les points, l'école qu'on passe, avec des passages très aériens, très exposés parfois, notamment au Grand Néron, qui est une via ferrata qu'on descend sans équipement de via ferrata. Je viens de prendre conscience de la connerie. Non, mais Mhm. t'imagines quoi. Mhm. Et je peux comprendre les entourages des coureurs, des coureuses, quand tu lâches un truc comme ça. Du Mhm. reste, je l'ai pas dit à tout le monde, tu vois, sur le début. Je l'ai pas dit à mes parents parce que voilà, faut pas inquiéter non plus, quoi. Est-ce que sur une course comme le Tour des Géants, est-ce qu'il vaut mieux partir en connaissance de course ou bien partir Virginie pour reprendre, puisqu'on est plus ou moins dans la période de la Barclay ici, est-ce qu'il vaut mieux se préparer mentalement ou bien, comment dire, euh, euh, Je peux- je- euh, Ouais, ou y aller en faisant de la reco et en maîtrisant chaque centimètre du parcours. grosso modo, c'est ça. Est-ce qu'il vaut mieux, comment dire, ce que je veux dire, il faudra couper une partie du truc, hein, je suis désolé. Mais est-ce que, comment dire, est-ce que c'est bien d'aller en totale découverte? Ou bien Ouais. est-ce que, grosso modo, ma question, c'est est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus facile de, de faire, est-ce que c'est plus facile de faire le Tour des Glaciers en le découvrant totalement, ou est-ce que c'est plus, ou est-ce qu'il y a plus de chances de réussir le Tour des Glaciers une fois que tu connais déjà le parcours? Ouais, je pourrais répondre l'année prochaine parce que fin 2024, si je le boucle, je pourrais te répondre et te confirmer que c'est plus facile en ayant connu une partie ou reconnu une partie du parcours. Je pense que oui, hein, c'est de fait plus facile parce que tu anticipes ou tu vas anticiper, réguler ta vitesse, ton allure, ton alimentation, faire des choix différents, plus éclairés que tu n'aurais pas fait si tu découvrais. Un homme averti en vaut deux. Pour autant, je pense qu'il y a des coureurs et des coureuses, j'insiste sur le mot coureuse, qui vivent très bien le fait de découvrir Mhm. parce, et de découvrir et de ne pas savoir à quoi s'attendre. Et parfois, c'est intéressant aussi de vivre les trails comme ça. Moi, j'ai pas fait de reco sur le Tour des Géants, j'ai pas fait de reco sur le Tour des Glaciers. La reco que je fais, c'est au travers des vidéos ou des récits de course. Pour autant, Ok. je connais pas tous les noms des refuges, je connais pas tous les dénivelés, j'avais pas d'anti-sèche sur le Tour des Géants. Je m'étais Mhm. un peu mieux préparé sur le Tour des Glaciers avec, avec des bouts de papier dans le sac à dos, mais euh, voilà, j'aime bien aussi me laisser un peu surprendre Mhm. dans une certaine mesure. Voilà, pour moi, ce qui fonctionne, c'est d'équilibrer un peu les deux, de faire un peu de reco, de prendre un peu la température sur les grosses difficultés. Et puis après, on s'adapte parce que l'ultra trail, c'est avant tout de l'adaptation, hein. Mhm. T'as un terrain, tu as un environnement qui change aussi. La météo, tu as beau te préparer ou faire de la reco, un terrain glissant, euh, tu passes au même endroit, le terrain glisse, ou tu passes à sec, ben c'est pas la même chose, quoi. Mhm. De jour, de Bien nuit, sûr. pareil, identique. Mhm. Mhm. Donc voilà, après, ce que j'avais fait peut-être de différent, c'était de me dire, tu pars, et dans la stratégie que j'avais posée, c'était de partir assez rapidement, le Mhm. plus léger possible sur la première partie du parcours. Donc jusqu'au Mhm. kilomètre 160, je crois, un truc comme ça. Ouais, ouais. De manière à bah, lâcher les watts au début et puis après trouver un rythme de croisière. Et tu l'as retrouvé le rythme de croisière, l'état de flow que tu avais sur le Tour des Géants? Ouais, j'ai trouvé ça, ouais, j'ai retrouvé ça. Et c'était vraiment bien. Alors attends, après Coda, je crois. Non, je te dis une bêtise. Non, non, je te dis une grosse bêtise. Non, parce que
Si, possible. Ouais, ouais, si, possible. Ouais, ouais, ouais. Mais si, j'ai Ok. retrouvé ça. J'ai retrouvé un peu de ça. Mais c'était plus si tu veux, pour recréer, inconsciemment, je recréais ce que j'avais vécu l'année d'avant à ce même endroit. Je sais pas comment te dire, je l'avais vécu de manière assez forte et j'étais dans des dispositions pour le revivre à ce moment-là, alors Mhm. que j'avais déjà commencé à avoir le dème au pied. Voilà. Donc malgré tout, Ok. voilà, j'étais dans un état de flow alors que j'avais deux pattes d'éléphant, quoi. Ok, ok. C'est Ah, fou. ta tête disait oui et ton corps commençait à dire non, quoi. Ouais, ouais. Mais c'est là, ok. Ouais. Comment est-ce que, puisque t'as dû t'arrêter, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est la moitié d'un échec, mais comment est-ce que tu as vécu cet arrêt-là et qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine pour essayer de dépasser cet aspect qui est, il y a une part d'incontrôlable dans le au pied, apparemment, tu as déjà souffert de ça. Comment est-ce que tu vas faire pour, dépasser ça? Ouais, alors ce que j'avais pas prévu cette année, c'était effectivement d'avoir un œdème. Et alors, il est conseillé sur des trails où tu as des bases vides de pouvoir avoir d'autres paires de chaussures dans le sac pour pouvoir changer et surtout d'avoir des paires de chaussures avec des pointures un peu plus élevées. Dans le sac à dos, on parle de, je sais pas, les deux pointures supplémentaires. Chose que j'avais pas, j'avais la paire de chaussures que j'ai pris au départ qui était à ma taille et puis une paire de chaussures avec une taille supplémentaire dans le sac d'allègement. Mhm. Donc, ce que j'ai fait quand je suis arrivé à Donas et que j'avais déjà, je crois qu'il y a une grosse descente de 1500 mètres avant Donas. Euh, Si je dis pas de bêtises, je dois l'avoir par là, ouais, sur le plan ou autre. Ouais, il y a 1005 de descente, donc ça tapait beaucoup. Je me rappelle de ce moment-là, j'étais avec une Norvégienne qui a fini quatrième au classement féminin et j'ai commencé à lui dire, Cassia. ouais, comment? Cassia. Exe Kaisa, ouais. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais. ouais, Elle est ouais. finlandaise d'ailleurs. Finlandaise, ouais, d'origine, ouais. Ouais. Et elle habite en Norvège, je crois, maintenant. Et, euh, et c'est vrai que ça commençait à taper sérieusement sur les jambes. Et je sentais que je perdais de la vitesse. Je disais, attends, enfin, enfin, je lui disais surtout pas attends, je lui disais, fais ta course, mais et elle Mhm. me l'a dit, je fais ma course, quoi qu'il arrive et tout. Elle était super focus. Je lui dis, pas de Mhm. problème, on arrive à Donas. Et puis là, je prends conscience que, en fait, j'ai j'ai deux pieds d'éléphant et que ça va être compliqué et il va falloir serrer les dents. Et puis bon, elle repart. Je pensais être en mesure de repartir et puis de la rejoindre rapidement. Et ça n'est pas arrivé. J'ai dû m'arrêter, je sais pas, de 2-3 kilomètres après Donas pour commencer à découper ma première paire de godasses. Donc ça a libéré un petit peu. Alors j'ai pas la technique de Lucas Papi dans le découpage de chaussures. C'est Mhm. quelque chose que j'ai expérimenté cette année et je suis un peu novice dans l'art de découper comme il faut les chaussures. Donc Mhm. voilà, j'ai commencé mon initiation cette année sur le temps des Mhm. glaciers Ouais, c'est une niche, là. voilà, ouais, c'est une niche. Et je prétends pas vouloir me spécialiser dans le découpage de chaussures Mhm. vu le prix des chaussures. Donc, ouais, j'ai entamé ma première paire de chaussures. J'avais un couteau, donc voilà, je commence à découper ma chaussure sur le bord du chemin. Je crois même qu'on s'est croisés à ce moment-là. Je suis pas sûr. Que je sais plus. Bref, je croise enfin, d'autres coureurs Mhm. reviennent sur moi et me disent qu'est-ce que tu fais. Ah bah je dois libérer la pression parce que en fait j'étais comprimé dans les chaussures. Donc là j'avais déjà pris la plus grande paire que j'avais dans le sac et que j'avais de disponible. Et puis, bah, manque de bol, après Coda, on prend une grosse pluie en redescendant, un truc énorme et les godasses sont pleines d'eau, quoi. Donc, arrivé à Gressoney, il faut que je change de chaussures et puis je reprenne une taille intermédiaire. Mhm. Et
Bah là, ça l'a carrément plus fait, quoi. Donc, elles sont là. Tu sais, quelque part sûr, c'est aussi lié à cette ficelle et que j'adapte en fonction des invités que je reçois. D'accord. Donc, elle peut te dire bonjour, hein, elle est là. Oui, Voilà je la reconnais, hein. la Ah oui. technique de découpage. Je ne sais Mhm. pas, Lucas pourra confirmer ou nous dire si c'est la bonne ou pas. Je crois que lui, il travaille plutôt la chaussure sur le dessus, là, directement. Moi, je sais pas, j'ai choisi cette technique. Donc, tu as parfois les orteils qui dépassent, qui viennent buter contre les rochers. Ça a d'ailleurs fait, je t'entends plus, Christophe. Ça a d'ailleurs fait halluciner Perrine Fage qui est revenu sur moi à un moment de la course. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous avec les orteils à l'air? Je lui dis, mais je peux pas les mettre ailleurs, quoi. Ça déborde. Avoir une paire de chaussures supplémentaires dans le sac avec deux, trois pointures supplémentaires et les avoir testées à l'entraînement, ça sera quelque chose que j'aurai cette année. Et là, on rejoint l'équipement. Après, pour autant, se pose la question d'avoir un œdème et de courir très longtemps dessus. Euh, enfin, du moment où j'ai eu le début de l'œdème, 1500 mètres plus haut que Donas jusqu'à l'hôtel Lostambeko, je crois que tu as pas loin de 110, 120 kilomètres. Mhm. Donc, est-ce que c'est bon de courir 120 km dans la montagne avec un œdème au pied? Je ne sais pas. Mhm. Est-ce que c'est dangereux de le faire? Je confirme Mhm. parfois. Avec des chaussures découpées, je confirme parfois aussi. Donc, euh, tout ça, euh, tout ça te fait mettre en balance aussi le rapport risque-bénéfice. Mhm. Et quand tu as quand j'arrive à l'hôtel Lostambeko et que on me dit t'es hors délai sur le prochain cut-off, ben voilà, t'as envie d'y retourner, t'as envie de continuer parce que t'étais pas dans ce mood-là. Pour moi, j'allais finir la course, j'étais dans cet état d'esprit-là. Euh, Mhm. et bah, tu te dis non, j'ai envie de continuer. Je suis pas arrivé là pour pas continuer. Ça a été beaucoup de sacrifices euh, sur l'entraînement. Ça a été beaucoup de sacrifices sur le plan financier dans une période qui était difficile pour moi, Mhm. niveau salaire, niveau financier, de pouvoir libérer 1000 euros de budget pour aller participer ou un peu plus au Tour des Glaciers. C'était très compliqué à réunir cette somme. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui te font dire non, bah, c'est pas, tu peux pas lâcher là. Et avec le recul, je vais te dire la chose suivante, c'est que j'aurais pas dû arrêter. J'ai ce regret maintenant d'avoir arrêté et d'avoir écouté les personnes autour. Il y avait un des coureurs qui me disait, mais c'est impossible. Mhm. C'est impossible. Non, tu peux pas le faire, c'est impossible. Et avec le recul, j'aurais dû y aller. Et c'est un des enseignements, et tu tires des enseignements de chaque expérience. Et ça, c'en est un fort pour moi sur mes prochains choix. J'avais fait ces 120 km comme ça. Mhm. Je pouvais aller au bout comme ça. Après, si la barrière horaire, on avait décidé autrement à Champillon, parce que c'était la Mhm. barrière horaire suivante, je l'aurais accepté. C'était pas le problème. Mais pour autant, j'aurais dû faire le trajet vers Champillon et ne pas m'arrêter là, en écoutant et en entendant des c'est impossible. Je comprends. Ouais, ouais. C'est impossible, c'est quelque chose que je n'accepterai plus à l'avenir. Là, c'est un super renseignement parce que c'est quelque chose que tu vas garder toute ta vie, ça. Ça, D'abord c'est s'écouter soi, ses intuitions. Ça, c'est sûr. Voilà, tu vois, c'est un échec. On peut l'entendre de cette façon-là, mais il y a enfin, il y a une philosophie qu'on a ici en Europe et un rapport à l'échec qui est totalement différent de la façon de l'appréhender chez les anglo-saxons, par exemple, ou aux États-Unis. L'échec, ça fait partie du chemin, ça fait partie
de ce qui va t'amener au succès demain. Et je suis plutôt dans ce mood-là et de me dire, bah voilà, tu as eu cet enseignement, comme l'histoire de la paire de chaussures. Tu sauras que la prochaine fois, dans un ultra trail, il faut que tu mettes une paire de chaussures deux ou trois tailles au-dessus. Et surtout Mhm. qu'il faut que tu t'entraînes Mhm. avec ces chaussures de clown, Mhm. quitte à être, à pas être Instagrammable, mais c'est pas la finalité. Mhm. Il faudra que tu aies ça dans le sac. Je comprends, ouais. Je comprends. Je Donc comprends. voilà, ouais, ce rapport aux personnes qui te disent c'est impossible, Mhm. je l'ai un peu eu toute ma vie aussi, et j'ai pas eu ce réflexe à ce moment-là de me dire bah fuck, je vais le faire quand même. C'est pas grave, ma batterie elle va tomber en panne, et bah j'attendrai, j'aurai plus de frontal au milieu du parcours, bah j'attendrai le matin, et puis je reviendrai sur le refuge précédent ou j'irai sur le refuge suivant. Je vais pas risquer ma vie à attendre 3 heures. J'ai tout ce qu'il faut dans le sac à dos, une couverture de survie s'il faut, bonnet, gants, tout ce qui va bien. Mais pour autant, ce qui m'est resté depuis ce moment-là, c'est un sentiment de regret. Donc c'est quelque chose que je n'aurai pas l'année prochaine. Ok. Est-ce que l'année prochaine, tu te projettes sur la ligne d'arrivée? Oui, je me projette. En fait, là, je l'ai déjà construit si tu veux, je me projette au-delà de la ligne d'arrivée, c'est-à-dire que ce que mentalement, ce sur quoi je me projette, c'est la célébration qui se tient le dimanche où tous les coureurs se retrouvent avec les staffs, les équipes, les accompagnants, les bénévoles. Et on fait une grande fête le dimanche à Courmayeur pour recevoir le maillot de finisher. Mais voilà, c'est sur cette fête à laquelle j'ai pas participé sur le Tour des Géants parce que je rentrais, j'étais pas encore dans ce truc du partage Mhm. à fond. J'avais pas anticipé cet événement comme un moment, une occasion de partage. Là, j'avais envie de le vivre sur le Tour des Glaciers. Je l'ai pas vécu cette année. J'ai envie de le vivre sur 2024 et c'est vers ça que je me projette. C'est vraiment ce moment-là que je cristallise dans mon esprit, plus que le fait de passer la ligne d'arrivée. Je veux être à la fête. Voilà. Ok, je comprends. Je comprends. Et c'est Juste une dernière je question. pense que c'est ce qui va me driver pendant cette édition. C'est cette volonté d'être à la fête et de retrouver les petits copains avec qui j'ai partagé un moment sur le parcours, les personnes avec qui on était dans le dur, ou l'entourage et les bénévoles du Thor. Je vois, je vois. C'est important quand même de pouvoir se projeter, de pouvoir se visualiser. Ouais, ouais, bien sûr. C'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe. J'ai une dernière question pour toi, Michael. Quand tu auras l'âge de ce vieux monsieur que tu as rencontré, peut-être que tu vas rencontrer encore l'année prochaine, qui sait, quel homme est-ce que tu seras? Eh ben, je serais tout pareil que lui. Je serais un vieux monsieur qui a encore la force et l'envie d'aller voir des belles choses sur le chemin et qui sait qu'il a la chance de le faire et qui loupe pas une occasion de le faire. Je vois. Mais avec tout ça, je suis très content personnellement, d'avoir fait ce podcast avec toi. Bah, moi Parce que je aussi. savais bien que tu avais des choses à dire et on peut encore en dire beaucoup. Et puis, la belle histoire, c'est qu'on aura encore l'occasion de se rencontrer certainement sur les chemins l'année prochaine. Eh bien, je te remercie en tout cas de m'avoir fait confiance pour ce podcast. Et puis, c'est vraiment été un moment, un joli moment et un moment enrichissant. Et je crois que ce sera encore plus beau à la réécoute quand j'aurai mis mes baskets et que je te réécouterai. Ce sera encore, ça devrait être encore meilleur, quoi. Donc, Eh ben, merci c'était une belle première. Je trouve que tu t'es bien débrouillé et t'as un vrai avenir dans le podcast. Tu le soupçonnes pas, tu le soupçonnes pas. Je pense que tu pourrais peut-être intégrer ça et partager peut-être aussi pendant tes expériences tes aventures. Je ne sais pas si c'est quelque chose sur lequel tu te projettes aussi. Est-ce que c'était pas un galop d'essai pour tâter le terrain? Je me pose la question.
Pas du tout, non. Non, non, Non? pas du tout. Non, non, Ok. non, 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 non. C'est vraiment, ça m'intéressait de le faire avec toi et vraiment, ça m'intéressait ouais, de prendre cet habit-là, juste, pour toi, quoi. Ouais. Ok. Eh ben écoute, je te remercie pour la proposition. C'était Mhm. apprécié. Et puis, bah, ça permettra aux personnes qui vont découvrir le podcast de savoir qui c'est qui est-ce qui l'anime et puis qu'est-ce qui m'anime derrière aussi. Ouais. Et puis de le partager. Ouais. Ouais. Ça va rendre le tout un peu meilleur, quoi. Eh ben écoute, on se retrouve sur les sentiers Val-d'Autun de toute façon. Ouais, de toute façon. De toute façon. Porte-toi bien, Michael. Allez, ciao. Salut Christophe. Merci d'avoir écouté cet épisode palpitant de Quelque part sur. J'espère que ce récit vous aura donné envie d'enfiler vos baskets, de partir à l'aventure ou de relever de nouveaux défis pour faire un pas de plus vers vos rêves. Découvrez les futurs épisodes en vous abonnant au podcast. Je vous invite aussi à découvrir le blog quelquepartsur.com soutenu par Chamonix Trail. Vous pouvez me contacter via Insta ou LinkedIn. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que le trail, C'est wild. C'est wild.